cette présentation. Merci beaucoup à Myriam de m'accueillir dans ce colloque très très intéressant. L'hiver dernier, Myriam m'a contacté pour savoir si je connaissais quelqu'un qui pouvait parler de ritualité en matière musicale. Je ne suis pas du tout un spécialiste du rite, c'est la première fois de ma vie que je vais en parler, enfin que j'ai parlé de la musique sous cet angle directement. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne connaissais personne, alors que la musique est de toute évidence une mine pour cette question. Elle n'a pas été abordée de façon au moins systématique sous cet angle-là, sauf bien sûr ce que j'ai dit à Myriam, les ethnomusicologues, qui forcément pouvaient témoigner de leur... des lieux sur lesquels il travaillait où forcément il y avait des rituels. Elle m'a dit que ce n'était pas du tout ça qui l'intéressait en l'occurrence. Il s'agissait de ritualité, de création, de rite et de création. Et du coup, je me suis lancé, ça m'a vraiment intéressé. Et alors, je vais m'inscrire tout à fait dans ce que vient de dire Pascal Lardelier, puisque le maître mot, disons, le centre de mon exposé, ça va être l'écriture. Ça, c'est une chose qui, je sais, est un peu mystérieux pour les non-musiciens, mais on fait de la musique à partir d'opérations d'écriture, avec le maniement des notes à partir du solfège. Voilà. Alors, c'est de ça dont je vais vous parler, puisque dans, disons, la tradition de la musique occidentale dont je vais vous parler, l'invention, le lieu de l'invention, c'est l'écriture musicale. C'est l'écriture musicale, c'est le travail sur le solfège. Bon. Alors, comment est-ce que je vais thématiser ça ? Je vous donne tout de suite un petit peu la direction, parce que pour que vous sachiez d'avance où je vais, pour ne pas vous décourager dans le cours de l'exposé, qui sera peut-être un peu aride parfois, je ne sais pas. Disons que la tonalité, enfin le système tonal, le système de la tonalité a permis l'invention à partir de l'écriture d'un rite de création auquel va correspondre un rite d'audition qui est le concert. Bon. Et cette situation va être tendanciellement problématique à partir du début du XXe siècle, à partir du moment où justement on va renoncer au système tonal. Le renoncement à la tonalité, c'est un petit peu l'équivalent en musique du renoncement à la figuration en peinture. C'est un petit peu, disons, première approximation, ce que l'on peut dire. Alors que devient le rite de création, mais aussi le rite d'audition, tendanciellement au XXe siècle, et je crois qu'il fait signe non plus vers le concert, mais vers la performance, même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là, qui est un mot valise, etc. Mais enfin, disons que le terme performance permet quand même de cristalliser un certain nombre de caractéristiques qu'on ne trouve pas dans le concert. Donc voilà l'objet de ma communication que je vous fais maintenant. Donc le titre, Ritualité, écriture musicale et création contemporaine vers la performance comme rituel d'exposition à la présence. Cette communication nécessite une petite mise en perspective préalable. L'invention, au début du XIe siècle, d'un système de notation absolue des hauteurs basé sur les notes de la gamme, système communément désigné par le terme de solfège, a en Europe progressivement organisé l'activité compositionnelle autour de l'écriture musicale, soit une pratique très singulière. Sa fonction n'est en effet pas seulement la notation à des fins de conservation, de transmission et d'exécution, mais aussi l'invention, car l'espace du papier réglé ouvre à des opérations symboliques sur des notes, à distance des sons, et à ce titre dote la musique d'une puissance de calcul et de spéculation. Cette puissance lui a peu à peu permis de s'émanciper du geste et de la parole dont elle est originement indissociable, et de se constituer comme un art autonome, c'est-à-dire ne devant sa cohérence qu'aux opérations spécifiques par lesquelles elle s'invente. Des procédures dûment codifiées, partagées et transmissibles se seront alors peu à peu constituées au fil des siècles, dont la mise en œuvre par l'écriture aura introduit la notion de rite au cœur même du processus compositionnel.
L'avènement de la tonalité au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles marque l'apogée de la musique réglée par l'écriture musicale. Elle a conjointement consacré l'autonomie de la musique et le développement de la musique instrumentale. Tout un savoir spécifiquement musical s'est alors stabilisé, qui a permis la régulation des conduites musicales, alors même que la division du travail allait faire son office, partageant les musiciens entre compositeurs, interprètes et auditeurs. Par le truchement de l'écriture, la rationalisation musicale instruite par la tonalité a constitué celle-ci en une nature seconde, encore très largement agissante aujourd'hui, soit plus d'un siècle après son abandon comme système fonctionnel de référence, du moins par la musique dite savante. La composition tonale, particulièrement à l'époque classique, était ainsi une activité largement réglée, consistant à agencer en des structures formelles variées mais déclinant toujours la loi tonale, des éléments eux-mêmes préfabriqués par la dite loi, gamme, arpège, formule cadentielle, etc., éléments nourrissant par ailleurs le développement de la virtuosité instrumentale, dont on sait le rôle considérable dans le rite, cette fois du concert, qui lui est attaché. Du dernier tiers du XVIIIe siècle à la fin du XIXe, composer une sonate, un quatuor, un concerto, une symphonie, etc., relevait ainsi d'un rite d'écriture, individuel mais tablant sur un code partagé, auquel correspondait via l'interprète un rite d'audition, collectif mais célébrant la singularité du compositeur. Le savoir musical dont il est ici question ne s'épuise toutefois pas dans le savoir académique spécialisé que par l'entremise du solfège transmettent les écoles de musique. Il engage plus généralement l'ensemble des présupposés sur lesquels reposait la création musicale aux époques considérées. Pour que l'avènement de la tonalité ait eu lieu, qu'elle ait eu la force de s'instituer en une nature seconde, il aura fallu tout un ensemble de conditions plus générales qui l'auront déterminée et auxquelles elle ne cesse de renvoyer. Ce monde musical de la tonalité s'est progressivement constitué dès la fin de la Renaissance, dans la foulée du passage de la prima pratica des anciens à la seconda pratica de Monteverdi. Pour le dire très schématiquement, il résulte du nouage de l'humanisme, qui mettait les passions humaines au centre des préoccupations artistiques, de la conception du langage des théoriciens de Port-Royal, lequel langage, parce qu'il était supposé imiter la pensée, devenait à son tour le modèle de l'articulation musicale, et enfin d'un infléchissement dans la façon de concevoir la musique, qui offrait une place plus dynamique à l'harmonie et libérait la mélodie du carcan contrapuntique, précisément pour lui permettre d'exprimer les passions humaines sur le mode du langage. En témoigne la notion de phrase musicale, qui prend une importance singulière à cette époque et à cette époque seulement. Au-delà de considérations techniques directement opératoires, le monde musical qui s'est techniquement constitué autour de la tonalité reposait donc sur des présupposés généraux profondément ancrés et agissants, sans lesquels le couplage d'un rite d'écriture et d'un rite d'audition n'aurait pas été possible. Le XXe siècle musical, quant à lui, et pour le dire là encore de façon très schématique, aura progressivement pris conscience, parallèlement à son constat de l'épuisement des ressources propres de la tonalité, de ce que celle-ci était inséparable de ses présupposés. Or, d'une part, sur un plan très général, ces présupposés, notamment humanistes, étaient remis en cause par les pensées dites du soupçon et sévèrement mises à l'épreuve par les deux guerres mondiales et leur cortège de désastres, et d'autre part, sur un plan spécifique, la tonalité, si intimement liée à ces présupposés, s'avérait être un obstacle à la prise en compte de la matière proprement musicale à laquelle souhaitaient s'attacher les compositeurs, à savoir le son lui-même et non plus les constructions qui lui étaient auparavant demandées de véhiculer. Ainsi, à la fois paradoxalement, parce que la réalité sonore est ce qui échappe à toute réduction scripturale, et logiquement, parce que l'écriture était devenue consubstantiellement attachée à la composition musicale, c'est à travers l'écriture que la musique aura poursuivi son entreprise de rationalisation et de prise de conscience d'elle-même, et ce jusqu'à ce que les technologies numériques la parachèvent par la mise à plat radicale que l'on sait. Cette petite mise en perspective était nécessaire pour situer l'objet de cette communication. Sa question se précise maintenant qui peut s'énoncer ainsi. Si l'écriture musicale a bien institué un rite de la création en son cœur opératoire, si ce rite tablait à travers la tonalité sur un ensemble de présupposés dont l'humanisme, le langage et plus généralement la raison constituaient les termes clés, qu'en est-il de la création musicale en regard de ce rite en un temps où, d'une part, la tonalité n'est plus que l'instrument réifié de l'industrie culturelle, mais dont l'abandon laisse la musique sans loi, et d'autre part, où les dits présupposés ont été profondément ébranlés par la pensée et les événements.
Conséquemment, à quoi confronte le compositeur la partition ainsi réduite à l'état de feuille blanche, d'espace quasi vierge parce que plus rien ou presque n'y est préinscrit, que ce soit en termes de codes opératoires ou de présupposés d'autant plus partagés qu'implicites. Partant, quelles peuvent être les ressources de l'inquiétude où le plonge cet espace vide, réfléchissant, et quelles en sont les conséquences pour l'interprète et l'auditeur. Finalement, en un singulier retournement, l'écriture musicale ne nous exposerait-elle pas désormais à ce que sa fonction aura précédemment été de conjurer par la maîtrise du devenir musical, soit la présence énigmatique de ce qu'il y a, en l'occurrence de la matière sonore. Un tel questionnement se présente parce que soulevé par une inquiétude que jadis rien n'aiguillonnait, du moins avec une telle insistance. Les hommes désormais, une fois dissipées les illusions qui les abritaient, mais aussi les réunissaient, se trouvent seuls face à eux-mêmes. C'est là certes un lieu commun qu'il faut d'ailleurs s'empresser de relativiser, surtout concernant la création artistique. Celle-ci a en effet toujours été une source d'inquiétude pour les plus grands créateurs, et tout aussi bien son réceptacle, au point que l'on peut bien dire que c'est la trace perceptible et troublante qu'ils ont laissée de cette inquiétude dans leurs œuvres qui précisément les désigne comme telles, c'est-à-dire comme des œuvres d'art et non de simples produits culturels, ceux-ci, si respectables et nécessaires soient-ils par ailleurs, se contentant de décliner un savoir-faire, de mettre en circulation les éléments d'un partage sans véritable reste ni excès, ou plus exactement dont les modes et cadres opératoires auront eu pour fonction d'apprivoiser, voire de neutraliser la part de reste ou d'excès. Si rare que soit l'art, il ne manque pas ainsi d'exemples du trouble qu'il suscite, trouble qui, vaille que vaille, aura longtemps été canalisé par les ressources de la foi, en quelques dieux, mais aussi dans le rationalisme. C'est ainsi non sans avoir souvent cédé aux sirènes de la totalisation rationalisante que le XXe siècle musical aura poursuivi jusqu'à son terme son processus d'émancipation. Mais il ne s'en sera finalement pas moins heurté au caractère insaisissable de son objet enfin circonscrit, le son, soit son matériau propre, quoique délivré des systèmes qui longtemps l'avaient enchâssé. Car en effet le son, le timbre, comme on dit souvent dans le jargon de la musicologie, offre une résistance. Celle de la chose en soi, inaccessible car seul se manifeste à nos sens son phénomène à travers les relations dans le temps et l'espace qui l'ont diversement configuré au fil des siècles et qui identifient notre conscience. La musique se trouve ainsi plus directement confrontée qu'elle ne l'a sans doute jamais été à ce que Lacan appelle encore le réel par opposition à la réalité, c'est-à-dire son impossible, sa part inatteignable mais néanmoins cruciale parce qu'il scintille, quoique furtivement et de façon toujours incertaine, l'objet à jamais inaccessible du désir en tant qu'il s'y attache. Non pas, bien évidemment, que la musique d'aujourd'hui cesserait de se présenter à notre conscience sous la forme d'un phénomène. Comment le pourrait-elle d'ailleurs, sauf à n'être plus qu'une intention, comme elle tente, il est vrai, symptomatiquement à l'être, sous les auspices de l'art conceptuel. Mais plutôt que ces relations constituantes, à dessein, se présentent moins sous la forme d'un discours plus ou moins explicite, qui la déborde, qu'elle ne se déploie en vertu de quelque logique implicite, immanente au matériau lui-même. D'où le sempiternel reproche fait à la musique contemporaine d'être incompréhensible, c'est-à-dire, en fait, de ne pas s'offrir, comme la musique tonale par exemple, sous la forme d'une médiation certes sonore, mais relevant néanmoins d'une catégorie plus générale et non spécifiquement musicale, une progression donnant le sentiment d'un récit par exemple. Il y a donc au sein même du matériau, le phénomène, la part objectivement audible du matériau, soit le son en ses composantes et règles et relations constituantes, et la part qui n'en est pas objectivement audible, soit la chose en soi, la part en quelque sorte inaudible du son, mais néanmoins immanente à l'audible, parce que ne renvoyant à aucun arrière-monde, ni principe le subsumant. Le matériau n'est donc que la part objectivable de la matière, laquelle s'impose moins à nos oreilles, analytiquement, qu'elle ne s'avère à travers l'expérience à laquelle nous expose synthétiquement la musique. En somme, la matière est comme la pensée immanente du matériau, son énigme ou son vouloir indéfini, dont l'ordre par lequel se manifeste la musique est l'écho. Dans de telles conditions générales, qu'en est-il alors du rite d'écriture ? Peut-il encore en être question si l'ordre par lequel se manifeste la musique ne se donne plus sous les auspices d'un code d'autant plus partagé qu'en résonance avec un ensemble de présupposés autour desquels s'accorde implicitement une communauté ?
Cette situation ne requiert-elle pas de déplacer l'incompréhension de la musique contemporaine sur le terrain de la ritualité et n'autorise-t-elle pas à se demander si son inquiétante marginalisation ne tient justement pas à l'insuffisance de sa réflexion la concernant ? Benjamin a pertinemment établi que la valeur d'exposition des objets d'art avait en Occident supplanté leur valeur cultuelle d'origine. Il ne suffisait plus qu'un objet fût présent en quelque lieu de culte, mais qu'il fût éprouvé pour lui-même, c'est-à-dire perçu comme une œuvre d'art et non plus côtoyé comme un symbole. L'œuvre d'art, en tant qu'elle conserve l'unicité de son existence au lieu où elle se trouve, n'en aura pas moins conservé une aura, gage de sa valeur et de son autorité, mais également d'une présence, fût-elle imprésentable, dont elle n'était à son tour qu'un signe. Il n'est ainsi pas douteux, particulièrement au XIXe siècle, que l'art aura efficacement perpétré des modes de célébration anciens, même une fois effacés, voire oubliés, les traces tangibles de leur origine. La religion de l'art en témoigne, qui fut la grande affaire de tant de créateurs, dans le sillage de Mallarmé notamment. Au reste, y compris dans des situations assumant pleinement l'omniprésence du principe de la reproduction mécanisée, pour faire référence encore à Benjamin, la rémanence est aujourd'hui encore susceptible de jouer un rôle dans l'efficacité rituelle. Certains compositeurs se sont explicitement intéressés à la notion de rite, notamment Boulez en 1975, à travers une œuvre In Memoriam Bruno Maderna, précocement disparue, œuvre précisément intitulée « Rituel ». Son mode opératoire est assez simple, qui marque un net infléchissement dans la manière du compositeur de concevoir la musique à une époque où il dirige régulièrement Wagner à Bayreuth et préside par ailleurs au projet de l'IRCAM, laboratoire qui sera son Festspielhaus et donnera une impulsion nouvelle à son entreprise de compositeur. Nul doute que Boulez alors, non pas renonce à la complexité qui était la marque de ses opus des années 50-60, mais dote sa musique d'un niveau de compréhension immédiat, en l'occurrence à la faveur du cérémonial dûment réglé d'un hommage funèbre. Rituel fait ainsi clairement alterner deux types d'écriture, bien distincts mais déclinant tous deux un mode incantatoire que rythme implacablement la scansion des instruments à percussion, dont plusieurs, d'origine asiatique, accusent le caractère grave et cérémoniel. L'effet en est saisissant et immédiat, impressionnant même en raison de l'inexorable amplification des incantations, puis de leur lente résorption. En une antiphonie sobre et solennelle, s'approchant puis s'éloignant tout en créant une atmosphère intemporelle par un encadrement rythmique sans cesse varié mais fermement circonscrit, la mort, issue fatale et indomptable, semble comme momentanément apprivoisée. L'inscription de rituels dans une tradition, celle où s'inscrivent notamment les marches funèbres si nombreuses de Beethoven à Webern en passant par Chopin, Wagner, Mahler et bien d'autres, en fait une œuvre que l'on dit communément de caractère et qui, comme telle, n'a a priori pas vocation à faire office de cadre de référence pour des compositions n'ayant pas ce caractère. Or, bien des compositions de Boulez suggèrent au contraire de voir en rituel, si ce n'est un modèle, au moins un type d'écriture musicale, certes ici spécifique parce qu'à dessein mis à nu par la stricte alternance des incises incantatoires, mais également général parce que débordant dans son principe répétitif et antiphonique, l'hommage funèbre qui les occasionne. Dès le début du XXe siècle, quelques compositeurs en rupture avec la tonalité s'étaient déjà assez spontanément tournés vers les ressources de la ritualité. Stravinsky, avec le Sacre du printemps, en est l'exemple le plus célèbre, mais également avec bien d'autres de ses œuvres, depuis Noces et les symphonies d'instruments avant, cet hommage funèbre à Debussy dont plusieurs partitions de Boulez se souviendront, au requiem cantique de la fin de sa vie de Stravinsky. La ritualité est assurément un fil rouge qui permettrait de traverser toute l'œuvre de Stravinsky, tout comme d'ailleurs celle de Varèse, Messiaen ou Jolivet, compositeurs auxquels Boulez aura très inégalement fait référence, mais qui l'auront diversement intéressé en raison de leur référence plus ou moins explicite à la ritualité et de leur attention aux musiques non occidentales. L'objet de cette communication n'est pas de préciser ses influences et moins encore de détailler les constructions relevant de la ritualité chez Boulez, ce qui nécessiterait des développements techniques peu appropriés dans ce colloque. Il y aurait notamment beaucoup à dire sur ce cas de rituel la combinatoire sérielle, mais aussi et surtout, en écho à Mallarmé, le coup de dé et la question du hasard telle qu'elle a été engagée dans la problématique dite de l'œuvre ouverte.
On rappellera simplement ici deux faits généraux particulièrement significatifs. D'une part, avant même de se porter vers la composition et la direction d'orchestre, Boulez avait été très vivement intéressé par les travaux d'André Scheffner, avec qui il entretiendra jusqu'à sa mort une correspondance motivée, et avait lui-même songé à devenir ethnomusicologue. À partir du marteau sans maître, quasiment toute sa musique porte ainsi la marque de musique traditionnelle, notamment d'Afrique et d'Extrême-Orient, que ce soit à travers l'utilisation, voire l'imitation d'instruments non occidentaux ou l'appropriation de structures musicales périodiques et répétitives. D'autre part, comme l'indique sans embâche tant de titres donnés à ses œuvres, Boulez s'est tôt et durablement intéressé aux musiques du Moyen-Âge et plus particulièrement aux ressorts structuraux qui les animent. Le point commun entre ces deux centres d'intérêt est évident. Les principes éminemment simples et par suite efficaces de ces musiques traditionnelles relevant très souvent de la ritualité. Au-delà de ses goûts personnels, Boulez y aura évidemment cherché des ressources organisationnelles consécutives à l'obsolescence des constructions indexées sur la tonalité. Répond, œuvre emblématique de la dernière période créatrice de Boulez, en est une bonne illustration. Si le titre évoque l'alternance du chantre soliste et du chœur dans la liturgie chrétienne, laquelle héritait elle-même des formes antiphoniques de la liturgie juive, il fait plus généralement référence au principe même de l'alternance, principe qui constitue le mode opératoire de base de nombreuses manifestations rituelles dans diverses civilisations. Le Répond opère dans cette œuvre à deux niveaux principaux et leurs interactions, celui des 6 solistes et de l'ensemble instrumental d'une part, celui de la lutherie acoustique et de la lutherie électroacoustique d'autre part. En outre, les interventions des protagonistes font entendre des types d'écriture aisément reconnaissables par les figures les organisant et dont les manifestations en interférence démultiplient les relations responsoriales. Répond illustre ainsi parfaitement la manière de faire de Boulez, extrapoler jusqu'à l'extrême complexité un principe de base très simple dont les manifestations élémentaires assurent l'efficacité du fonctionnement global. Il en résulte un rituel certes stylisé et sophistiqué, mais qui n'en garde pas moins l'empreinte de deux caractéristiques primordiales de la ritualité, le hiératisme et le mystère. D'une part, l'antiphonie, comme principe assumé d'alternance, de juxtaposition et donc de non-enchaînement, a pour conséquence d'évacuer toute expression d'ordre psychologique au profit d'un ton général qui, par rémanence, n'est pas sans évoquer le sacré. D'autre part, la technologie dite du temps réel permet de jongler avec le double électroacoustique des instruments acoustiques, comme avec un écho infiniment malléable mais insaisissable, et de jouer ainsi avec les ressources de l'illusion dans la continuité de ce que Wagner faisait à Bayreuth en dissimulant les musiciens dans la fosse d'orchestre. La musique de Boulez offre donc deux niveaux d'organisation. L'un assure la compréhension globale immédiate à partir de principes généraux très souvent à l'œuvre dans les pratiques rituelles. L'autre assure l'intégration et la cohérence de tous les éléments, bien que la logique de leur articulation soit largement soustraite à la perception. On reproche souvent à Boulez un tel souci de l'écriture. À quoi bon s'attacher à des détails et relations qui ne s'entendent pas? Mais on touche justement là au cœur de ce qui est également en jeu dans la ritualité. Et ce, bien plus profondément qu'avec l'articulation formelle des cérémonies qui n'en constitue que le cadre opératoire. Cette attention portée aux détails, qu'ils soient perceptibles ou non, se perd en effet dans la nuit des temps et conduit à l'origine cultuelle et rituelle des productions artistiques. Dans les édifices antiques et chrétiens, par exemple, elle se manifestait dans le soin extrême porté à des sculptures ou gravures pourtant inaccessibles à la vue. À partir de la Renaissance, la valeur d'exposition des objets d'art, pour parler comme Benjamin, a logiquement mis en retrait ce souci. Mais il n'a jamais totalement disparu d'une part, particulièrement chez les artistes les plus exigeants, et a pris une toute nouvelle importance au tournant des 19e et 20e siècles d'autre part, lorsqu'est devenu manifeste que les effets de sens attachés à l'humanisme et aux logiques de représentation qui lui étaient associées avaient largement épuisé leurs ressources. Barthes a thématisé sous le terme de bruissement l'horizon de sens dont il est ici question. Le bruissement désigne un bruit qui, à proprement parler, n'en est pas un, mais paraît tel parce que se manifestant comme en filigrane d'un événement sonore. Dans l'ordre mécanique, par exemple, le bruissement d'un moteur n'est pas le bruit de quelques pièces qu'il compose, mais l'émergence sonore signalant qu'il fonctionne, qu'il tourne bien, et qui, comme tel, procure un certain plaisir.
Dans l'ordre de la langue, projection utopique, le bruissement ne serait pas non plus le bruit de quoi que ce soit d'identifiable. Il se soustrairait aux significations et viserait à délivrer directement un sens, se présentant comme un point de fuite de la jouissance parce que, je cite, « libéré de toutes les agressions dont le signe, formé dans la triste et sauvage histoire des hommes, est la boîte de Pandore ». Fin de citation. Le bruissement de la langue fait notamment écho à l'utopie des recherches de l'avant-garde des années 60-70, celle d'une musique du sens dont les textes de Guyotat ou de Solers, celui de Paradis s'entend, aura donné quelques exemples. On n'est pas étonné que Barthes évoque également ici la musique post-sérielle. C'est en effet bien de cela dont il s'agit chez Boulez, pour qui tout le travail d'écriture ne vise pas à fixer une succession d'éléments immédiatement identifiables terme à terme, comme le sont par exemple ceux de la musique tonale, laquelle, rappelons-le, est largement modélisée sur la chaîne verbale, d'où la métaphore de langage musical qui lui est attachée, mais d'agencer des éléments non porteurs par eux-mêmes de fonctions préétablies, en sorte que leur cristallisation fasse émerger un sens, fasse bruire la musique, c'est-à-dire fasse parler le son lui-même. On rejoint là la distinction précédemment établie entre matériaux et matière. Le bruissement de la musique, c'est celui de la matière libérée du matériau, toujours entravé par la stratification des significations historiques et réifiées, celui de la chose en soi, de l'inaudible, strictement immanente à l'audible, et de ce fait toujours non pas nimbé de mystère, terme trop marqué par le paradigme religieux, mais disons habité d'un secret, témoignant d'une énigme. Si Répond et bien d'autres compositions de Boulez renouent avec la ritualité, ce n'est donc pas seulement parce qu'elles présentent des cadres formels qui en véhiculent le souvenir, fût-ce inconsciemment, c'est aussi et bien plus profondément parce qu'elles s'attachent à une célébration qui est celle du son lui-même, parce qu'elles s'évertuent à faire parler la matière par une surarticulation du matériau qui en configure le phénomène. Ces compositions ont ainsi quelque chose d'un rituel athée, ou plus exactement païen, qui célèbre ce à quoi elles s'attachent, soit le son en son irréductible singularité, étant entendu, et la précision est évidemment capitale, que ces célébrations ne valent pas en vertu d'une quelconque déférence idolâtre envers une entité constituée qui justement serait le son, mais seulement en vertu de leur propre puissance d'invention, leur visée constituante étant de creuser le champ de l'audible, de faire bruire l'inaudible sur un strict plan d'immanence. Mais poussons plus avant, pour terminer, cette orientation. Est-il envisageable de s'attacher à faire parler la matière sans arrimer le matériau à quelque cadre opératoire existant, si discret soit-il comme c'est le cas chez Boulez, c'est-à-dire sans s'adosser à quelques signes dont Barthes ne cesse de dénoncer les agressions entravant la libération du sens? Là se profile la ligne de partage des eaux, si sinueuse et poreuse soit-elle, entre la postmodernité au sens courant et au sens tout différent que lui assigne notamment Lyotard. Soit, dit un peu caricaturalement, entre le renoncement au nom de la réalité à l'utopie de la modernité au profit d'une efficacité consumériste de bonne aloi et à la poursuite au nom du réel, du projet de la modernité en vertu de la vocation propre de l'art à témoigner de quelques vérité dans l'ordre du sensible. La première orientation donnerait assurément matière à résultats concrets, précisément parce qu'elle s'attache à des savoirs positifs, aux ressources constitutives desquelles la seconde se garde d'avoir recours. Dussent leurs ressorts pouvoir être déclinés sous les auspices de la catégorie d'universaux. L'hypothèse n'est cependant pas ici de tenir que des invariants, structuraux ou autres, constituent nécessairement la base de la ritualité, ce qui ne veut nullement toutefois dire qu'elles doivent s'en interdire l'usage si nécessaire. Disons que la distinction des deux alternatives a valeur heuristique. Elle vise à ne pas d'emblée masquer le ressort propre de la ritualité par ce qui n'en est que le cadre opératoire, ou, dit autrement, à comprendre le dit cadre, quand il est avéré, non comme une condition a priori de la ritualité, mais comme une ressource dictée par l'immanence de son exercice. Le cas de György Kurtág, dernière grande figure encore en activité de la génération de Boulez, est ici particulièrement intéressant. La singularité de ce compositeur est de s'être tenu dès l'abord dans l'intervalle inconfortable de deux positions, celle de la modernité, notamment sérielle, dont il n'a jamais partagé les attendus, et celle de la tradition, dont il n'a cessé d'être à l'écoute, tout en sachant épuiser les ressources créatrices.
Sa poétique est d'autant moins facile à présenter que l'apparente simplicité de sa musique est trompeuse. Disons très sommairement que ce sur quoi il ne cesse d'insister, c'est sur l'impératif de ne pas céder à la facilité de faire ce que l'on sait faire, moins parce qu'on en maîtrise la technique que parce qu'on en anticipe la réalisation et donc obère l'ouverture requise du devenir musical. Il s'agit alors non pas tant de produire à tout prix du nouveau que de faire en sorte que ce qui est finalement fait ne le soit qu'en vertu d'une nécessité extérieure, comme par l'effet d'une prescription de la situation musicale, d'une dictée de la matière via le matériau configuré par l'écriture. Une telle exigence suppose une écoute attentive au sens de l'attente de rien et donc l'oubli, comme l'a très bien dit Blanchot, quitte à ce que ce qui advient finalement mette en résonance quelques configurations reconnaissables, mais comme à l'état naissant, restauré dans sa virginité, parce qu'aveuglement appelé par l'urgence de sa manifestation. Rien n'est alors jamais assuré, la partition se présentant moins comme un texte à interpréter ou un discours à moduler que comme une trace de ce qu'a fugitivement saisi le compositeur, soit un agencement de coordonnées à partir desquelles l'instrumentiste peut lui-même être à l'écoute de la situation musicale au fil des gestes qui lui sont prescrits. Quant à l'auditeur, privé du confort de l'assurance d'un horizon, sa passibilité est requise en tant qu'il se trouve suspendu à l'incertitude de l'instant, au « arrive-t-il de l'événement » pour reprendre la terminologie de Lyotard. Tendanciellement, le compositeur, l'interprète et l'auditeur font alors moins écho à la division du travail telle que l'organise le rituel du concert, qu'ils ne s'exposent par l'écoute à une situation qu'ils contribuent à configurer et que désigne mieux le terme de performance en tant qu'il fait signe vers une forme de rituel à la fois plus ouverte et plus participative. Il s'y agit moins en effet d'effectuer le protocole dûment réglé d'une cérémonie que d'accueillir ce qui advient au fil de l'instant et configure la scène d'une expérience offerte en partage. Si toutes les formes de projets communs ont échoué, l'en commun demeure, soulignent Jean-Christophe Bailly et Jean-Luc Nancy, du fait de l'événement même de l'existence. Or, je les cite, « D'une part, s'il y a quelque chose comme l'art, c'est en raison d'un en commun, et d'autre part, l'art détient quelque chose de l'en commun que peut-être il est seul à détenir. » Fin de citation. Au sortir d'un long cheminement où les rituels se seront fait l'écho de quelques croyances actives ou de leur rémanence, quelques pratiques artistiques semblent en chercher de nouvelles modalités en direction de la notion de performance. Leur visée, à la fois modeste et exigeante, peut se définir comme une exposition à ce qu'il y a, en l'occurrence à la matière sonore, qu'il s'agit d'affranchir de son enveloppe formelle conventionnelle pour en libérer le sens, ce qui ne va pas sans exposition au temps lui-même, dans l'incertitude de sa venue, autant dire à la présence. En l'absence d'horizon commun, c'est cette absence qui devient notre condition commune et qui devient requis d'offrir en partage par une attention à ce qui se présente. Une condition commune s'expose, dit Nancy, dénudée, et nous expose à elle. Nous comparaissons devant elle. Cela n'est pas plus post que prémoderne, mais c'est le présent qui nous est fait. Je vous remercie.